Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode concernant l'histoire de l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons continuer à démonter ces mensonges selon lesquels les Africains sont les seuls personnages assimilables à l'esclavage parce qu'aujourd'hui, quand on va sur Internet et qu'on tape le mot esclave, il y a toujours des noirs, des négros qui apparaissent à l'écran. Alors, pour enlever cet imaginaire, cette image dans l'imaginaire collectif de tout le monde, nous allons continuer avec cette série de vidéos afin que tous les noirs puissent enlever, surtout les noirs justement, puissent enlever cette image de leur esprit selon laquelle il n'y a que les noirs qui sont assimilables aux esclaves et à l'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup de temps avant que les noirs ne deviennent esclaves, il y avait des gens en dehors de l'Afrique qui étaient esclaves à plusieurs reprises d'ailleurs. Alors, c'est parti. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce qu'est l'esclavage, comment il est né, où est-ce qu'on a vu cette activité se pratiquer pour la première fois, d'où vient le terme esclave qui vient du mot slave, terme servant à désigner une certaine population d'Europe. Nous avons parlé de qui sont les véritables esclaves et combien de temps a duré leur servitude. Donc en résumé, l'esclavage a commencé à partir d'environ l'an 3000 avant l'ère chrétienne et a été aboli définitivement au 19e siècle à peu près. Donc l'histoire de l'esclavage a duré près de 50 siècles et nous allons voir dans cette vidéo, sur 50 siècles d'existence de l'esclavage, combien de temps les Africains, eux, ont été esclaves et comment ils se sont libérés. Parce que oui, contrairement à une certaine idée reçue, les Européens n'ont pas aboli l'esclavage, non. Ce sont nos ancêtres eux-mêmes qui ont versé le sang et qui se sont battus pour que nous soyons libres aujourd'hui. Hommage à eux en passant. Alors, l'esclavage était-il pratiqué en Afrique avant le 7e siècle? Eh bien, l'histoire de l'Afrique commence il y a très longtemps. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'Afrique antique ne pratiquait pas l'esclavage. Et à Kémet alors, en Égypte antique, l'esclavage était-il pratiqué? Eh bien, si on considère un esclave comme un bien meuble qui n'a aucune identité humaine comme le Larousse nous le définit, alors l'esclavage vu comme tel n'a jamais existé en Égypte. Vous me direz peut-être qu'on a des traces de captifs en Égypte ancienne, non? Certes, mais ceux-là, comme on l'a dit, ce sont des captifs de guerre. Durant toute l'époque pharaonique, lorsque les rois allaient en expédition vers d'autres royaumes voisins, ils sortaient toujours victorieux. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces captifs de guerre? Eh bien, soit ils étaient intégrés à l'armée du pharaon, et s'ils n'étaient pas suffisamment aptes pour combattre, ils étaient mis en prison le temps que les gens de leur peuple viennent payer une rançon afin de les libérer. Et dans le cas où il n'y avait personne pour venir payer leur rançon, eh bien, ces captifs de guerre allaient devoir travailler afin de payer eux-mêmes leur rançon. Et une fois qu'ils ont totalisé le montant de leur rançon, ils repartent libres. Et c'est cette façon de faire qui va se perpétuer jusque pendant l'époque impériale dans tous les royaumes et empires d'Afrique. Parce que, voilà que, dans cette affaire-là, il y a une chose, mais qui dépasse l'entendement, voyez-vous, c'est le fait de dire que, en Afrique, oui, à l'instar de partout en Europe, il y avait aussi une pratique esclavagiste. Nous allons prendre le temps d'analyser ce point. Bon, maintenant, comment on se retrouvait en position servile en Afrique impériale? Comment on se retrouvait en position servile? Parce qu'il faut quand même comprendre le fond. Il faut savoir que dans les royaumes africains, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de potence, il n'y avait pas de bagne. Il n'y avait pas, c'est tous ces trucs-là, on va vous mettre à Alcatraz, on va vous fermer à la prison de machin. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc, quand il y a un préjudice grave, il y a un conseil qui se réunit et une décision est prise. Donc ça, on aura l'occasion donc de le voir très, très rapidement. Il y a aussi le fait, par tout simplement la famille, d'hériter le statut des parents. Donc les parents étaient déjà en position servile, on est dans cette famille-là, on hérite donc de la situation de servilité,
Et enfin, il y a les captifs de guerre qui sont répartis selon les 3 catégories de Diam qu'on a vues tout à l'heure. Sachant que un empire, par exemple, qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à la pêche, eh ben, les gens vont devoir faire une pêche pour nourrir tout l'empire. Un empire qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à l'artisanat, eh ben, ils vont se charger de faire des tables et des chaises pour tout l'empire. Donc vous voyez que cette dimension historiographique montre que quoi? Montre que l'Afrique, dans sa dimension historique, a évolué comme partout ailleurs. Voilà que Madame Crété dit, en conclusion, bien que l'esclavage fut surtout le châtiment du vol et autres crimes, les captifs comptaient parmi eux bon nombre de prisonniers de guerre. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça rejoint tout simplement ce que je disais et que les annales des explorateurs disent. C'est quoi? Il n'y avait pas de prison, il n'y a pas de bagne, il n'y a pas l'Alcatraz, il n'y a pas la guillotine, il n'y a pas la potence. On ne pend pas les gens. Hein? On note pas la vie des gens quand ils sont condamnés pour des raisons de délit plus ou moins graves. Donc, quand il y avait un délit et l'auteur du délit est jugé par le conseil et les victimes viennent parler, le conseil va délibérer et va condamner l'auteur du délit à une peine de servitude. Une peine de servitude. C'est pour ça qu'elle dit, bien que l'esclavage fût le châtiment du vol et autres crimes, elle le dit elle-même. C'est-à-dire que la personne va devoir réparer le préjudice subi. C'est-à-dire que, imaginez que un individu, dans une rixe, dans quelque chose, a tué un père de famille. Ce père de famille s'occupait du champ, s'occupait d'animaux, s'occupait de ci, s'occupait de ça. Eh bien, la personne qui est condamnée va devoir s'occuper de la totalité de ce dont s'occupait le père de la famille. Et cela jusqu'à ce que le dernier enfant de la victime ait atteint l'âge de la majorité et se soit marié. Qui fait que si, entre-temps, la personne qui doit subir la peine a des enfants, donc vous voyez qu'il rentre chez lui, il vit sa vie quand même, eh bien, les enfants sont victimes de la même peine. C'est-à-dire que l'enfant est tenu d'utiliser une grande partie de son temps pour s'occuper des animaux, aller amener les bœufs à boire et compagnie. Mais c'est ça, Bitin Babla. Parce que là, vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas dans la façon dont on a une mauvaise foi caractérisée. La mauvaise foi, elle est évidente. Et on raconte aux gens des mensonges et des fausses vérités pour leur enlever le sentiment d'existentialité. C'est-à-dire la capacité de dire je suis ce que je suis. C'est-à-dire, voilà, je viens du continent africain. Et je suis fier de le dire. On leur enlève la capacité de dire ça en leur racontant des sornettes. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de bagne. Il n'y avait pas de guillotine. Il n'y avait pas de potence. Quand quelqu'un avait commis un crime, le conseil s'est réuni. La justice a été rendue. La personne est condamnée à subir une peine de servitude. Donc en réalité, la société africaine n'était pas esclavagiste comme on essaie de nous le faire croire. Les Africains ne vendaient pas leurs frères comme on l'a souvent entendu, que ce soit à l'école coloniale ou dans les médias occidentaux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur les Noirs qui auraient vendu les Noirs. Les sociétés qui légalisent l'esclavage comme la Grèce et la Rome antique, dans ces sociétés, l'objet le plus concret qui nous montre que ces gens se réduisaient eux-mêmes en esclavage et qu'ils se vendaient entre eux, ce sont les marchés aux esclaves. Et nous avons plusieurs preuves et textes qui prouvent qu'en Grèce, à Rome, chez les Arabes, en Mésopotamie, etc., bref, presque partout dans l'Antiquité, les sociétés avaient des marchés aux esclaves. Mais citez-moi un seul endroit en Afrique noire jusqu'au XVe siècle où on pouvait retrouver des marchés aux esclaves. Il n'y en a aucun. S'il n'y a pas de marché aux esclaves, c'est qu'on ne vendait pas des gens comme du bétail. Si on ne vend pas des gens, ça veut dire qu'on ne considérait pas des hommes comme des marchandises.
Si on ne considère pas des gens comme des marchandises, c'est qu'on ne peut pas les traiter comme des marchandises. Donc nous comprenons que être en position servile était synonyme de soit être perdant d'un conflit et que par conséquent on se met au service du vainqueur, soit être en train de payer une dette dont on ne peut pas trouver l'argent soi-même. Donc on doit travailler pour le créditeur afin de rembourser sa dette. D'ailleurs, vous connaissez cet homme dans la Bible qui devait travailler pour son beau-père afin de payer la dot de sa fille. Est-ce pour autant qu'on devrait le qualifier d'esclave? Quand il s'agit de cette histoire, on parle de service ou de serviteur, de travailler afin de payer. Mais quand il s'agit des Africains, quand les Africains font la même chose, on dit qu'ils sont des esclaves. N'importe quoi. Donc non, les Africains ne se réduisaient pas eux-mêmes en esclavage. Ils ne se vendaient pas et ils ne traitaient pas leurs semblables comme des bêtes et des marchandises. Comment l'islam est arrivé en Afrique? Cette question crée tellement de polémiques. L'invasion commence par l'Égypte, qui à ce moment-là est contrôlée par l'Empire byzantin. Puis, au fur et à mesure des conquêtes, leur influence va avancer jusqu'à l'extrême occident du nord de l'Afrique. Je vous épargne les détails des traumatismes et du sang qui a dû couler pour islamiser cette partie du monde. C'est donc à ce moment-là que la véritable traite des Noirs commence. Car comme on l'a vu, la traite n'existait pas en Afrique. Au moment où les Arabes ont islamisé l'Afrique du Nord, qui était en grande partie encore noire à cette époque, malgré les mélanges avec les Romains qui s'étaient déjà installés dans cette région depuis très longtemps, les Berbères deviennent donc musulmans. Et les Arabes ayant besoin de main-d'œuvre servile, ils piochent parmi les Berbères trouvés sur place. Mais ça se trouve qu'il y a un couac. L'islam interdit d'asservir d'autres musulmans. Ainsi, ce ne sont que les Berbères non musulmans qui sont réduits en esclavage et déportés vers les lieux où on avait besoin d'eux. Mais à un moment, les esclaves viennent à manquer. Parce que comme on l'a dit, l'islam interdit d'asservir d'autres musulmans et bizarrement, tous les Berbères, connaissant désormais cette loi, se sont tous convertis à l'islam pour échapper à l'asservissement. C'est ainsi que, du fait que tout bon musulman a l'obligation de propager l'islam, les Berbères nouvellement convertis vont emprunter les routes commerciales transsahariennes qu'ils utilisaient pour échanger avec l'Empire du Ghana afin de propager l'islam dans les régions du sud. Et ainsi, les Arabes qui sont désormais les nouveaux maîtres du Maghreb vont en profiter pour faire des nouveaux esclaves. Et c'est à ce moment que s'accélère davantage la traite. Quand on dit que les religions importées ont toujours contribué à diviser les Africains religieux ne veulent rien entendre. Alors, souvent quand on dit que les Arabes ont rendu un très mauvais service au continent en le saignant et en réduisant les Africains en esclavage, beaucoup d'entre nous disent pourquoi ils ne se sont pas défendus ou pourquoi ils n'ont pas résisté à l'envahisseur, etc. Eh bien, tout simplement parce que les Africains sont et ont toujours été très hospitaliers. Tous ceux qui ont visité nos villages le témoigneront. Cette hospitalité est due au fait qu'en Afrique, on n'a jamais manqué de rien. Il y a toujours eu abondance de tout. Voilà pourquoi l'atmosphère africaine a toujours été très souvent pacifique et les souverains africains ne se faisaient la guerre qu'en cas de nécessité extrême. Contrairement à l'Europe où les ressources ont toujours manqué et les peuples ont toujours été perpétuellement en guerre. Oui, l'Europe depuis l'Antiquité est en guerre permanente. Ce n'est qu'au XVe siècle, lorsqu'ils ont découvert le Nouveau Monde, que les tensions se sont un peu calmées, parce que les ressources ont commencé à affluer de l'Afrique et de l'Amérique, qu'ils ont mis à feu et à sang. Mais malgré que les tensions se sont un peu calmées, elles ne se sont pas éteintes, car le XXe siècle a été témoin des deux guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. La première guerre européenne de 14-18 et la seconde guerre européenne de 39-45, elles étaient tellement violentes et tellement étendues qu'on les a même qualifiées de mondiales, alors que ces guerres n'avaient rien de mondial, elles étaient purement européennes. Il n'existe pas dans le monde un peuple aussi meurtrier et fratricide que le peuple européen. Et ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, si les Africains n'ont pas pu et n'ont pas su se défendre efficacement, c'est parce que tout simplement ils ne connaissaient pas la guerre.
À partir du XVe siècle, les Européens sont en manque de ressources, de nourriture et de presque tout chez eux. L'Europe est en état de pauvreté extrême et se crée dans les sociétés européennes occidentales le besoin de conquérir d'autres terres afin de subvenir aux besoins de leur population. Donc c'était clair que si l'Europe voulait continuer à exister, il fallait absolument aller conquérir des terres. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le Portugal a été l'un des champions dans cette histoire de conquête. En 1452, le pape Nicolas V autorise le roi du Portugal à aller soumettre les peuples d'Afrique et de leur confisquer tout ce qu'ils ont de plus précieux. Encore une intervention religieuse. Donc voici ce que le pape dit. Ce qu'il disait au roi du Portugal dans sa lettre. Il dit « Nous, renforcés par l'amour divin, poussés par la charité chrétienne et forcés des obligations de notre charge pastorale, en vigueur de l'autorité apostolique avec le contenu de cette lettre, nous vous accordons le droit libre de capturer et dompter les Sarrasins et les païens, ainsi que d'autres infidèles et les ennemis du Christ, quels qu'ils soient, et où vous habitez, de prendre tous les types de biens, meubles ou immeubles qui sont en possession de ces mêmes Sarrasins, les païens, les incroyants et les ennemis du Christ, d'envahir et de conquérir leurs royaumes, duchés, comtés, principautés, ainsi que d'autres domaines, des terres, des lieux, des villages, des champs, des biens et des choses de ce genre à un roi ou prince s'ils appartiennent, et de réduire leurs habitants à l'esclavage perpétuel pour vous et vos successeurs. Évidemment, ça ce n'est qu'une partie de la lettre. Mais on voit clairement l'intention du pape, l'intention du vicaire du Christ, le représentant de Jésus sur terre, le Jésus d'amour qui est tant flatté par la religion chrétienne. On voit bien son intention de soumettre et de réduire à l'esclavage perpétuel tous les noirs et, comme il les qualifie, d'ennemis du Christ, comme si on avait dit qu'on était des ennemis de cet homme-là. Tous les ennemis du Christ, il fallait les asservir, les capturer, les dompter et les réduire à l'esclavage perpétuel. Et c'était le début de la saignée la plus sanglante du continent. À partir de ce moment, les hommes commencent à débarquer sur le continent avec pour but de propager la foi, comme si on en avait besoin. Les Portugais rencontrent les rois africains pacifiquement et ils sont accueillis avec la plus grande hospitalité possible, comme les Africains ont toujours su le faire. Puis, après avoir étudié le terrain, établi un climat de confiance avec les rois africains, certains se convertissent même au christianisme comme le roi Nzingankuvu, le roi du Congo. Après avoir gagné cette confiance des Africains, la Bible a fait son travail. Il restait maintenant que les fusils entrent en jeu. Les Européens commencent alors à enlever les Africains pour les emmener en Europe et en Amérique pour les transformer en esclaves. Comment la capture des esclaves se passait? Évidemment, ils n'achetaient pas des esclaves car les marchés aux esclaves n'existaient pas en Afrique. Ça signifie qu'ils allaient eux-mêmes dans les lieux où il y a moins de vigilance des autorités, comme leur pape leur a dit d'aller capturer tous les villages, les comtés, les principautés. Ils sont justement allés dans les villages où il y avait moins de surveillance des autorités et ils se sont mis à capturer des gens. Une fois que les rois apprennent cela, ils sont totalement indignés et le roi Nzingankuvu se déconvertit même. Et c'est là que commence une corruption sans précédent. Les Européens vont corrompre certains Africains pour collaborer avec eux afin de renverser les rois qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais vous connaissez la suite. Les Européens sont plus lourdement armés que les Africains. Et voilà comment les plus violentes guerres civiles du continent ont commencé et se sont soldées par la défaite des rois africains les plus conservateurs. Et c'est après cette défaite que se sont introduits en Afrique les marchés aux esclaves comme celui de Gorée au Sénégal par exemple. Après avoir vaincu les Africains, la saignée démographique s'amplifie de plus en plus. La façon dont les esclaves capturés voyagent est la pire de celle que l'humanité a connue. Ils étaient sous le pont du bateau, dans un compartiment sans aération adéquate et enchaînés. La nourriture était insuffisante et elle n'était pas fraîche quand elle n'était pas avariée. Ils vivaient dans une atmosphère fétide et quand ceux du haut ne parvenaient pas à supporter le mal de mer, ils vomissaient sur ceux qui étaient en bas. Donc tels qu'ils étaient entassés dans ces bateaux-là, quand celui qui est au-dessus n'arrive pas à supporter le mal de mer et qu'il vomit, ces vomissures descendent sur celui qui est en bas et ainsi de suite.
Et comme ils n'étaient sortis que très rarement du dessous du bateau, ça signifie que quand ils ont besoin de faire leurs besoins naturels, ils le faisaient aussi sur place. Et quand il fallait sortir du dessous du bateau, c'était pour effectuer les corvées de nettoyage du bateau, faire la cuisine pour les autres esclaves et autres tâches ingrates. Si l'un d'entre eux n'y arrivait pas ou s'il le faisait mal, il subissait le pire des châtiments. Donc imaginez un peu la vie que ces gens-là pouvaient avoir dans ces bateaux. Imaginez un peu la vie que ces hommes-là, les soi-disant civilisateurs, ont pu faire endurer à nos ancêtres innocents. Et quand ils arrivaient en Amérique, les mauvais traitements continuaient. Quand un esclave n'atteignait pas le quota qui lui a été prescrit, son maître avait le droit de lui mettre de la poudre à canon dans l'anus et le faire exploser avec une allumette. Donc ils ont réussi à créer des bombes humaines. Si ce n'est pas ça, c'est soit le châtiment des 4 piquets ou encore toutes sortes de châtiments que ces gens ont réussi à inventer. Et cela va durer près de 400 ans, voire plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi les Africains ne sont plus esclaves aujourd'hui? Pourquoi l'esclavage a été aboli? Les médias et l'école veulent nous faire croire que c'est parce qu'il y a eu des gentils gens qui ont plaidé pour les Noirs afin de les libérer. Ces gens qu'on a appelés les abolitionnistes, entre guillemets. Mais en vrai, pourquoi l'Afrique est libre aujourd'hui? C'est là qu'entre en jeu la résistance de nos ancêtres qui se sont battus et ont versé leur sang afin de gagner leur liberté dont nous héritons aujourd'hui. On disait que les Africains ne savaient pas se battre, surtout contre des gens qui avaient des armes à feu. Mais plus le temps passait, et plus ils se rendaient compte que la vie qu'ils menaient ne les méritait pas. Et par conséquent, ils devaient se lever, se battre et arracher leur liberté. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Ce que nous devons retenir est que l'être humain ne peut devenir que ce qu'il peut imaginer. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous faisons cette série de vidéos. C'est parce qu'en fait, l'être humain ne peut jamais devenir ce qu'il n'est pas capable d'imaginer. L'être humain ne devient que ce qu'il imagine. Ainsi, si des gens s'imaginent à travers ce qu'on leur raconte, à travers ce qu'ils voient, s'ils s'imaginent que eux ne peuvent être que des esclaves, eh bien, ils ne deviendront que des esclaves. Si eux, ils s'imaginent qu'ils sont des rois et qu'ils ne peuvent qu'être ça, eh bien, ils finiront par le devenir. Ainsi, en détruisant, en démolissant cette imagination selon laquelle les Africains, ce ne sont que les Africains qui sont des esclaves, eh bien, nous arriverons à libérer beaucoup d'esprits de cette prison mentale dans laquelle ils sont enfermés. Ainsi, pour ne pas rater la prochaine vidéo, Ainsi, pour ne pas rater la suite de cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à partager notre contenu autour de toi, que ce soit en statut WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen, afin que les autres aussi puissent être informés du travail que nous faisons pour éveiller les consciences, éveiller notre communauté noire à travers le monde. Pour le reste, je vous dis à très bientôt.